Un, deux, un, deux. Bonjour. Alors, je m'appelle Jean Goulet, je suis vice-doyen en enseignement à la Faculté des sciences et je vous souhaite la bienvenue à ce débat Science on vote, organisé par le regroupement des étudiants-chercheurs de l'Université de Sherbrooke, en sciences de l'Université de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, je demanderai à nos invités de venir à l'avant et j'inviterai aussi le professeur Serge Jeanne, doyen de la Faculté des sciences, à venir faire le tirage au sort pour le placement à la table. Tout est au hasard. Je vais aller chercher. Le Parti libéral du Québec, on gagne quoi? Gagner la deuxième place. Médaille de... La coalition Avenir Québec. La déplace. Désolée. Dans le milieu, en fait. Le Parti québécois. J'avais déjà placé mes choses. Ben oui. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vais animer ce débat. Je ne crois pas que ça ait besoin de beaucoup d'animation. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu les règles de fonctionnement du débat. Alors, c'est un débat entre les candidats. Il n'y aura pas de participation de la salle, sauf si vous voulez après jaser avec les candidats. Il n'y aura pas de problème à faire ça, évidemment. Alors, on va fonctionner. On a préparé 4 questions que les débatteurs ont reçues d'avance et on va leur donner chacun 2 minutes pour donner leur opinion, leur réponse à ces questions-là. Après quoi, on va refaire un autre tour de table de 1 minute chacun pour une espèce de droit de réplique ou quelque chose comme ça. Alors, comme les candidats sont placés au hasard en avant, on va utiliser, pour la première question, on va y aller dans cet ordre-là. Deuxième question, on va commencer par M. Paradis, etc., de façon à ce que ce soit aussi équitable que possible. OK? Alors, je vous avertis qu'il y a mon ami Alexei en arrière qui a son carton jaune qui veut dire il vous reste 30 secondes et son carton rouge qui veut dire il vous reste 5 secondes. Alors, on va essayer de gérer le temps assez serré pour que ce soit, encore une fois, aussi équitable que possible. Alors, au tout début, chaque personne va avoir 2 minutes pour se présenter, une présentation générale, après quoi on va commencer avec la première question. Alors, on s'attend à ce que ça se fasse avec courtoisie. Faites tous une François David de vous-même et ça va bien se passer. Alors, sans plus tarder, je vous demande de ne pas oublier de rallumer vos cellulaires quand vous allez quitter la salle, parce que vous pourriez avoir des appels importants après. Et je vous présente les personnes qui ont accepté de venir débattre de la science aujourd'hui. Donc, Mme Évelyne Baudin de Option nationale, M. Pierre Paradis, candidat dans Brome-Missisquoi pour le Parti libéral du Québec, Philippe Girard, candidat dans Sherbrooke pour la Coalition Avenir Québec, Serge Cardin, candidat du Parti québécois dans le comté de Sherbrooke aussi, et Christian Bibeau, candidat de Québec solidaire dans le comté de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, et on met Alexei à l'ouvrage pour le temps, j'invite Mme Baudin à faire son 2 minutes de présentation. Parfait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la science. En fait, moi, j'ai toujours été intéressée. Je suis à la maîtrise en économie ici à l'Université de Sherbrooke. Et je rappelle d'ailleurs que l'économie est une science. Et des fois, les gens ont tendance à l'oublier, surtout mes professeurs. Donc, j'ai toujours été intéressée par la science. Quand j'étais petite, j'écoutais les petits débrouillards, comme tout le monde. Puis ensuite, j'ai été animatrice des débrouillards parce que je trouvais ça intéressant d'allumer les enfants par rapport aux enjeux scientifiques. Donc, j'étais engagée par le Conseil du loisir scientifique de l'Estrie. Puis, j'ai aussi participé, comme beaucoup de gens ici probablement, à 2 expos sciences. L'un d'eux portait sur l'épilation, comme quoi on peut intéresser les femmes à la science. Et l'autre portait sur le recyclage des fluorescents. Et j'ai étudié en sciences lettrières au Cégep de Sherbrooke parce que je trouvais ça important pour moi de combiner un peu toutes les compétences scientifiques, que ce soit les sciences humaines, les sciences pures et les arts. Tout ça ensemble, je trouve que ça vient enrichir les gens. Puis souvent, on manque de gens qui sont un peu des omnipraticiens des sciences.
puis, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en fait, je voulais juste rapidement glisser un mot par rapport à Option nationale, considérant qu'on a peu d'occasions de parler aux gens. Donc, en gros, l'objectif d'Option nationale, c'est de rapatrier au Québec les lois, les impôts et les traités pour que les Québécois soient vraiment maîtres de leur avenir. Donc, c'était un signe qu'il me restait plus de temps, ça, j'imagine? 30 secondes, d'accord? Parfait. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de construire un pays, mais tout au long du débat, vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples de tout ce qu'on pourrait faire si on avait notre propre pays ici au Québec. Merci beaucoup, Mme Baudin. Maintenant, M. Pierre Paradis. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Moi, je suis venu ici ce matin, d'abord et avant tout, pour remercier l'Université de Sherbrooke. Remercier l'Université de Sherbrooke d'être le maître d'œuvre d'un centre de recherche et de développement tout à fait avant-gardiste et exemplaire, dont l'inauguration a été faite par accident la veille du déclenchement des élections. Je vous parle du Centre de recherche et de développement de Bromont. C'est un projet majeur, c'est un projet de 225 millions de dollars. C'est un projet qui avait été annoncé il y a 2 ans par le premier ministre, qui a été inauguré, je le rappelle, juste avant la campagne électorale. C'est un projet qui allie le privé et l'université et les gouvernements. La contribution financière la plus importante est celle du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral est le 2e contributeur. La compagnie IBM est le 3e contributeur et la compagnie DALSA est le 4e contributeur. IBM est bien connu. DALSA est moins bien connu. Sur le plan de la vulgarisation, c'est la compagnie qui a fabriqué les yeux de l'appareil qui est atterri sur Mars. Donc, vous pouvez là commencer à comprendre l'ampleur ou l'envergure de la recherche et le développement dans ce parc industriel. Moi, j'avais compris il y a 25 ans, parce qu'on ne met pas sur pied un projet de cette envergure-là en l'espace de 2 ans ou d'1 mandat. On le fait sur une période d'un quart de siècle. J'avais invité les fonctionnaires de 6 ministères, dont Sciences et Technologies, à venir visiter le Research Triangle Park en Caroline du Nord, dans l'F-27 du gouvernement. À l'époque, c'était un avion moderne. Et ils en sont revenus avec la conviction que pour maintenir les emplois en haute technologie au Québec, les emplois rémunérateurs, les emplois payants, ça prenait absolument de la recherche et du développement. Puis 25 ans après, on a, avec l'Université de Sherbrooke comme maître d'œuvre, le centre le plus avancé sur la planète Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, M. Nicolas Girard, de la Coalition Avenir Québec. Philippe Girard. Nicolas Girard est dans le coin, je crois, qu'en fait, mais il ne vous en voudra pas. D'accord. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Philippe Girard. Je suis candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Sherbrooke. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Sherbrooke. Je me suis d'abord inscrit à l'Université de Sherbrooke en informatique. Je suis venu du Lac-Saint-Jean pour pouvoir profiter des stages coopératifs. Et je demeure à Sherbrooke depuis cette date-là, à l'exception d'1 an où j'étais allé à Québec. Je me suis ennuyé, je suis revenu. Mais j'ai beaucoup aimé mon passage à l'Université de Sherbrooke par la collaboration que l'Université fait avec les entreprises, via les stages coopératifs, via l'immersion en entreprise. Donc, après mon passage en informatique, je suis allé en politique et je suis diplômé de politique avec une spécialité en communication. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui pour me présenter. Nous, à la Coalition, on fait de l'éducation notre première priorité. On fait la loi 1, évidemment, sur l'intégrité, mais l'éducation, c'est ce qui va nous permettre de créer de la richesse au Québec. Et c'est ce qu'il faut faire au Québec, créer de la richesse pour être capable de relancer le Québec, relancer notre économie, pour pouvoir générer l'argent qu'il faut pour payer nos programmes sociaux. Donc, la Coalition pense que ça passe par l'éducation, ça passe par l'investissement sur les hautes technologies, sur la recherche et sur l'innovation. Et c'est d'ailleurs la même direction que la Ville de Sherbrooke prend, en collaboration avec l'Université, avec le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, ainsi qu'avec Sherbrooke Innopol. Donc, il y a de l'investissement qui se fait dans les technologies de pointe à Sherbrooke pour créer de l'emploi, pour faire en sorte que des étudiants de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Bishop, de toutes les institutions d'éducation dans la région, puissent trouver une entreprise à leur goût, ici dans la région, demeurent ici et qu'on génère une véritable richesse pour nous. Donc, merci beaucoup.
Merci, M. Philippe Girard. M'excuse pour mon lapsus. J'invite maintenant M. Serge Cardin, candidat du Parti québécois. Merci, M. Goulet. Bonjour tout le monde et surtout merci aux organisateurs, les étudiants-chercheurs de l'Université de Sherbrooke, ainsi que les vice-doyens à la recherche en génie, en sciences et en médecine. Merci de nous permettre aujourd'hui d'entrer au cœur de l'avenir de Sherbrooke et du Québec, parce que notre avenir passe effectivement par la science, par la recherche, par le développement, par l'innovation, par la création. Donc, la science nous permet de rêver, mais nous permet de vivre aussi chaque jour dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin des résultats de la science. Qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit appliquée, il reste qu'on en vit tous les jours. Et appliquée, c'est ce qui va faire en sorte que les principaux points que je défends dans cette campagne électorale, c'est bien sûr de s'enrichir dans le bon sens du mot, collectivement, individuellement aussi, mais faire en sorte d'avoir une économie forte et des salaires dans des emplois qui sont de qualité. Et ça, l'université est le principal acteur dans ce duo-là, qui est la collectivité, la ville et, bien sûr, l'université. On sait que l'université a plus de 20 000 étudiants, 1000 enseignants et chercheurs qui possèdent des droits sur des inventions et qui ne demandent qu'à être commercialisés. Et c'est là-dedans que le Parti québécois va s'investir, dans la matière grise, dans l'esprit d'initiative, d'entrepreneuriat et de mentorat même. Et ce qui manque, c'est le capital de risque. On se souvient qu'est-ce qu'on a fait au Parti libéral. On a cancellé les Innovatech et on a mis les fiers dans lesquels aussi il y a eu des scandales. Merci. Merci. Maintenant, j'invite M. Christian Bibeau de Québec solidaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir ici ce matin. Donc, c'est un plaisir pour moi-même, personnellement, bien sûr, mais aussi pour Québec solidaire, d'être en mesure, d'avoir l'occasion, l'opportunité de discuter ensemble de ce que propose ce parti pour l'innovation et le développement des technologies vertes. Si un débat sur les sciences nous apparaissait comme étant une belle façon, justement, de mettre de l'avant notre plateforme, c'est que nous n'avons pas attendu ce matin avant d'être en mesure de comprendre de comprendre ce que nous avons à faire pour mettre les deux pieds dans le 21e siècle. Et ça se fait de différentes façons, bien sûr, et ça va se faire au cours du débat, on va l'entendre, ça va se faire à travers une plateforme, ça va se faire à travers des propositions qui visent réellement à faire en sorte qu'on ne cherche pas à se dire que la science, c'est important, on va aussi le prouver. Alors, je suis encore une fois très heureux d'être celui qui est le plus à gauche de mes compères. Alors, c'est un plaisir pour moi. Je suis un gars de Sherbrooke. J'ai aussi fait une partie de mes études à l'université. C'est ma 3e campagne à titre de candidate de Québec solidaire. Et si j'ai décidé de m'y investir, c'est parce que j'y crois. C'est la première fois que je décidais d'embarquer dans un parti politique, et non pas simplement pour dire que j'en étais membre, mais pour participer à sa vie, pour être impliqué dans son développement. Et donc, à cet égard-là, c'est toujours un honneur pour moi quand nos membres décident qu'ils me font confiance pour les représenter dans la circonscription de Sherbrooke. Et ce matin, j'espère que dans la bonne humeur, nous saurons vous démontrer que Québec solidaire a des idées innovatrices et que vous serez concernés par ce que nous proposons. Merci, M. Bibeau. Maintenant, nous allons débuter avec la première question. Je vous rappelle le fonctionnement. Vous allez avoir chacun 2 minutes pour traiter de la question. Et après quoi, on reprendra 1 minute pour chaque personne dans le même ordre. Alors, on va commencer avec notre gauche à nous, ici avec Mme Baudin qui va commencer pour la première question. Et je vous rappelle aussi que notre ami Alexei en arrière qui lève un carton quand il vous reste 30 secondes, le carton jaune, et le carton rouge quand il vous reste 5 minutes. 5 secondes. Mais il est dans mes unités de mesure. Un peu. Alors, on commence avec la première question, donc. La science fait souvent partie intégrante de dossiers alliant plusieurs autres paramètres tels l'économie, la santé, la société.
Pensons notamment au gaz de schiste, à la crise de la listériose et à l'exploitation de l'amiante et l'asbestos. D'ordre général, de quelle façon l'expertise scientifique s'intègre dans votre mécanisme de prise de décision pour ce type de dossier? Comment équilibrez-vous sa place vis-à-vis des autres paramètres? Madame Baudin. Oui, bien, tout d'abord, j'aimerais mentionner que dans la question, c'est écrit « La science fait souvent partie intégrante de dossiers, mais d'autres paramètres tels que l'économie, la santé et la société. » Donc, je pense qu'on devrait toujours adopter une vision plus large de ce qu'est la science. La science, c'est... et d'ailleurs, les politiciens devraient souvent s'inspirer de ce qu'est la fameuse démarche scientifique qu'on utilisait dans nos écoles secondaires. Donc, observer, émettre des hypothèses, après ça, peut-être évaluer différents scénarios avant de prendre une décision. On devrait faire ça un peu plus souvent. On parle ici de gaz de schiste. J'aimerais seulement mentionner que Option nationale, par rapport à ce dossier-là, propose un moratoire complet dans le but d'éventuellement arriver à une stratégie d'indépendance totale par rapport aux hydrocarbures. Au Québec, on est chanceux. On a à peu près toutes les autres énergies inimaginables, donc on pourrait très bien s'en sortir sans aucun hydrocarbure. Et pour ce qui est de l'amiante et de toutes les autres ressources naturelles d'ailleurs, Option nationale propose de les nationaliser afin que tout le monde s'enrichisse au Québec avec les ressources naturelles, parce qu'il n'y a personne qui a inventé les ressources naturelles. Ça vient du sol, donc ça devrait enrichir toute la population. Pour ce qui est du processus, du mécanisme de prise de décision, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il n'y aura jamais personne d'impartial, que ce soit un scientifique ou un politicien. Je sais que je ne suis peut-être pas devant le meilleur auditoire pour dire quelque chose comme ça, mais c'est important de toujours prendre en compte que tous les scientifiques ont une certaine part de partialité. Et donc, c'est important, le rôle du scientifique dans le débat politique doit être de nuancer les propos et de toujours ramener le débat à des faits avérés. Merci, Mme Baudin. Monsieur Paradis? Je pense que je vais reprendre là où Mme Baudin a laissé. Les faits avérés, c'est la base de la décision. Moi, j'ai eu le privilège d'occuper le poste de ministre de l'Environnement du Québec pendant 4 ans et demi. Et s'il y a un domaine où vous devez prendre des décisions en fonction de la science, en fonction des faits avérés, c'est le domaine de l'environnement. Ça vous prend une vision globale, mais quand il faut agir localement dans le domaine des juridictions québécoises, vous devez le faire sur la base des faits. Mais il y a des dossiers qui me reviennent à la mémoire, là, aussi simples que, ou aussi percutants à l'époque, que les feux de pneus à Saint-Amable. Les gens pensaient à l'époque qu'il fallait arroser ça avec de l'eau. Il n'y a pas une façon plus bête de contaminer ton environnement qu'arroser un feu de pneu avec de l'eau. Il faut que tu t'étouffes les flammes. Ça, c'est des faits, c'est de la science, c'est des affaires connues. Les BPC, même système sur la destruction des BPC. Le réchauffement climatique, c'est une question de faits, de science. Les faits et la science, il y a les faits connus, il y a les faits que l'on apprend présentement à titre d'expérience, puis il y a les faits qu'on va découvrir à l'avenir parce qu'on a, comme société, pensé qu'il fallait investir dans la recherche et le développement, qu'il fallait que nos milieux universitaires soient mis à contribution pour qu'on avance plus vite que les autres sociétés. C'est ça qui fait la différence dans la prise de décision. Parce qu'on dit que la politique est une science, on parle des sciences politiques, mais elle doit s'appuyer sur les autres sciences pour que des décisions soient prises dans l'intérêt de la population. Merci, M. Paradis. M. Girard? Au niveau de la coalition, l'intégration de la science dans notre mécanisme de prise de décision est fondamentale, dans la mesure où, comme M. Paradis le disait, les faits avérés parlent d'eux-mêmes. Ça a une signification. Donc, par exemple, nous, dans nos positions au niveau du gaz de schiste, on propose un moratoire ferme sur l'exploitation du gaz de schiste parce que les méthodes d'extraction actuellement ne sont pas écologiquement compatibles avec le développement durable ni avec la protection des nappes phréatiques. Donc, tant qu'on n'aura pas démontré scientifiquement que les méthodes d'extraction pour le gaz de schiste ne protégeront pas ces milieux-là et l'environnement, donc ça ne sera pas possible pour nous de faire l'exploitation du gaz de schiste. Les études le pointent, les études le prouvent, les faits démontrent ça. Autre chose, l'amiante. Pour nous, l'amiante, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, c'est connu internationalement.
L'amiante, c'est quelque chose qui cause le cancer, c'est quelque chose qui peut tuer. Donc, ce n'est pas quelque chose que, pour nous, on devrait exploiter ni exporter. Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut être capable de diversifier notre économie. C'est ce que la Coalition propose, par exemple, dans la région d'Asbestos, de faire en sorte de prendre les argents qui sont investis actuellement dans la région et travailler à diversifier l'économie pour qu'il y ait d'autres créneaux qui se développent dans la région, plutôt que l'amiante. Au niveau de Gentilly 2, nous, on propose de prendre connaissance des études en cours avant de trancher la question. Donc, la science fait partie intégrale de notre processus de décision. C'est fondamental, on doit avoir accès au rapport. Et ce n'est pas juste à la classe politique d'avoir accès au rapport, c'est également à la société. Nous, la Coalition va plus loin que ça. On propose de rendre public l'ensemble des rapports qui sont disponibles dans la fonction publique, faire en sorte que les gens puissent y avoir accès plus facilement. Merci, M. Girard. Maintenant, M. Cardin. Vous savez qu'en politique, les décisions doivent être basées sur les faits et non sur les a priori idéologiques. Quand j'étais au fédéral, j'ai fait face en comité à plusieurs reprises à un ministre de la science conservateur qui était créationniste. Il avait cohabité avec les dinosaures. C'est pas rien. Mais la science nous apporte les faits nécessaires à une prise de décision éclairée. Par contre, la science est aussi, et parfois, instrumentalisée par les opposants qui cherchent à faire peur aux gens ou par les promoteurs d'un projet qui parfois tente de minimiser les impacts réels. C'est particulièrement vrai en environnement. Dans ce cadre, je crois que tout gouvernement responsable doit chercher à se doter de conseillers scientifiques neutres, spécialistes des questions scientifiques, afin de départager les faits scientifiques de la désinformation. Un peu à l'image de Barack Obama aux États-Unis avec son President Council on Science and Technology. Le Parti québécois a adopté cette vision de la politique éclairée de l'avis d'experts. Pour le Parti québécois, nous entendons consulter les experts avant de prendre des décisions. Ceux qui ont déjà pris des décisions idéologiques sans l'avis des experts le critiquent et ne pas avoir pris position aussi vite qu'eux. Donc, de certains, on paye le prix politique. D'une certaine façon, on nous dit on n'a pas décidé assez vite, mais on veut avoir vraiment un avis impartial. Je dirais qu'il faudrait avoir un comité aviseur scientifique non partisan, pour que ce soit pour tous les paramètres, économie. Merci, M. Cardin. Et économie, la santé et la société. Il faut que je sois intransigeant sur le... M. Bibeau. Alors, d'emblée, disons-le, la science, c'est un guide. Alors, c'est notre Sherpa. Impossible de se rendre au sommet sans qu'on puisse avoir ce guide-là. Alors, d'emblée, ça exprime bien la position de Québec solidaire sur sa vision des sciences. D'autre part, la science, c'est aussi la rigueur. Et cette rigueur-là nous permet, justement, lorsqu'on évalue un projet, qu'il soit X, Y ou peut-être même Z, ça nous permet donc d'avoir les véritables réponses aux véritables questions que l'on se pose. Alors d'abord, un guide, ensuite, la rigueur. La rigueur, ça évite les raccourcis partisans. Plusieurs l'ont nommé en ce moment, mais la rigueur, ce qu'elle nous permet, c'est de faire en sorte que lorsqu'on aura justement fait une étude sur un sujet, bien, on saura à quoi s'en tenir. Et non pas selon ce que je pense, selon ce que je voudrais, donc, que ce soit les résultats, mais plutôt sur ce qu'ils sont, ces résultats-là, sur ce qu'ils sont vraiment. Il y a également en science le principe de précaution, qui nous enseigne qu'avant de faire un projet ou avant de faire quoi que ce soit, il est important d'identifier les tenants et aboutissants. Des exemples déjà ont été nommés à cet égard-là, mais bien sûr, les enjeux environnementaux font partie de ça, de cette question de dire quel est donc ce principe de précaution avant de faire, par exemple, de la fracturation hydraulique. Et également, la science, cette rigueur-là, permet l'appropriation citoyenne des enjeux.
Parce que c'est bien beau qu'on le comprenne, nous autres ici aujourd'hui, mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'assistent pas à ce débat présentement et qui auront, eux, à voter éventuellement ou à appuyer ou non un projet? La science est donc utile à cet égard-là également. Donc, on parle de fracturation hydraulique, les changements climatiques, bien sûr, le formulaire de recensement du fédéral, les OGM, les nanotechnologies. Merci, M. Bibeau. Et j'en passe. Vous repasserez. Merci. Maintenant, je vous redonne chacun 1 minute pour compléter si vous le désirez. Alors, en commençant, 1 minute. Chacun ou chacun. on échange? Chacun. OK. Oui, OK, parfait. l'échange, on a décidé de le civiliser au max. D'accord. En vous donnant chacun 1 minute. Ouais. Allez-y, Mme Baudin. OK. Moi, j'aimerais amener un point. Je pense que c'est important, en fait. Il faut que le politique laisse la place à la science, comme tout le monde ici l'a mentionné, mais surtout, il faut que les scientifiques sortent de leur milieu où ils discutent entre eux, puis souvent, ils atteignent un certain consensus. Il faut que les scientifiques viennent vraiment chercher le milieu politique, qu'ils prennent leur place, qu'ils se mobilisent. Quand c'est question, l'exemple des gaz de schiste est vraiment un excellent exemple parce que c'est des scientifiques qui ont vraiment réussi à mobiliser en vulgarisant à la population. Ça leur a permis de mobiliser tout le monde, que ce soit des scientifiques ou non. Donc, le politique va, heureusement ou malheureusement, toujours avoir le dernier mot par rapport aux décisions sociales. Donc, il faut que les scientifiques viennent prendre leur place et viennent mobiliser l'ensemble de la population autour des enjeux qui comptent pour eux. Merci, Mme Baudin. M. Paradis? Merci, Mme Baudin. Je vais vous surprendre. Je suis d'accord avec ce que M. Cardin a dit tantôt, qu'il faut baser et engager parmi notre personnel des gens qui sont issus du milieu scientifique et qui connaissent bien leur dossier. Moi, je fais encore rappel à l'expérience passée, puis on dit que le passé est garant de l'avenir. Quand j'étais à l'environnement, j'avais des fonctionnaires qui avaient des diplômes puis des capacités en matière d'environnement. Mais comme et là, je vais être d'accord avec Mme Baudin, la décision finale appartient aux politiques. Dans mon cabinet politique, j'ai engagé 2 docteurs en écologie, de façon à ce qu'on puisse mesurer, vérifier, sous-peser avant la décision finale et que les décisions qui soient prises soient encore une fois les décisions qui vont dans le meilleur intérêt de la population. C'est incontournable, c'est inévitable, sinon on commet des gaffes dont les effets ne sont pas encore mesurables. Merci. M. Girard? Je trouve ça intéressant de voir qu'on semble dégager un consensus autour de ces idées-là. La science a visiblement une place importante. Je pense que j'ai pas l'impression que personne à cette table-là qui est en train de dire que le politique devrait faire fi de la science et puis prendre des décisions simplement pour des raisons politiques. Mais la science, les scientifiques, les rapports, à mon avis, doivent également être de nature le plus publique possible. Si le gouvernement a accès à ces rapports-là, à ces connaissances-là, le public devrait également y avoir accès. Donc, on parle, comme M. Bibeau le disait, d'une appropriation par la population de la connaissance générale qu'on a en tant que société. Merci. M. Cardin? Dans ce que dit M. Paradis, il y a une bonne base. Quand je parlais tantôt d'un comité aviseur scientifique non partisan, dans ce cas-ci, on pourrait se poser la question, il a engagé des gens de qualité, j'en suis persuadé, en sciences, mais ils étaient ses employés. Donc, il faut respecter cet aspect non partisan là-dedans. Parce qu'on le voit, et puis il y en a qui nous... c'est pas long, ça? Mais déjà, ici, il y a des gens qui se sont positionnés sur certains dossiers. Et nous, au Parti québécois, on dit qu'il faut attendre pour avoir des avis. Donc, en se positionnant déjà sur certains dossiers, ça veut dire qu'ils adhèrent à une idéologie et n'ont pas fait nécessairement la preuve que ce soit bon ou que ce soit mauvais pour notre société et notre économie. Donc, il me reste 4 secondes. Monsieur Bibeau. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Bon, alors en quelques secondes, bien sûr, parce que je pense que la position de Québec solidaire est assez claire là, dans ce que j'ai énoncé précédemment. Je reviens, prenons l'exemple par exemple, je vais prendre l'exemple de la fracturation hydraulique, qui nous apparaît comme étant un des éléments dans notre développement, dans ce qu'on veut faire là, dans l'exploitation de nos ressources naturelles,
un des éléments centraux à observer et à déterminer, à savoir si on peut le faire de manière sécuritaire et si on peut le faire dans le respect de l'environnement. Et ça, eh bien, c'est pas moi qui peux déterminer ça, donc ça prendra des études, de la recherche, et il faudra expérimenter. On s'apprête à faire de la fracturation hydraulique à l'île d'Anticosti, ce qui nous apparaît comme un peu précipité comme méthode, déjà qu'on peut facilement critiquer le projet de l'île d'Anticosti en soi. Mais on l'a dit et on l'a vu dans le cadre des gaz de Chasles, ben, la fracturation hydraulique, ça a des répercussions environnementales. Alors avant de faire le pas, assurons-nous que nous allons faire le bon. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène à la deuxième question qui porte sur le financement de la recherche. Les récentes compressions budgétaires fédérales ont entraîné la fin de plusieurs programmes de recherche scientifique. Plus de 1000 scientifiques ont d'ailleurs manifesté leur indignation dans les rues d'Ottawa le 10 juillet dernier. En marge du dépôt de la stratégie québécoise en recherche et en innovation, la SQRI, quelles sont vos orientations en ce qui a trait au financement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée? Quel programme ou secteur souhaitez-vous prioriser? Alors, je vais commencer avec M. Paradis. Oh là là. Je pensais connaître tous les programmes gouvernementaux en matière de recherche après une trentaine d'années à l'Assemblée nationale, mais je ne les connaissais pas tous. Quand vous m'avez invité, je suis allé rapidement vérifier. Strictement Investissement Québec, il y a 11 programmes qui existent, que vous connaissez sans doute parce que vous êtes des universitaires aguerris dans ce domaine-là, mais je vais quand même en faire une liste très simple. Centre de développement biotechnologie, 4 municipalités éligibles, comme le hasard fait bien les choses. Laval, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Lévis. Sherbrooke est encore dans le peloton de tête. Financement des crédits d'impôt remboursables, financement unique, fonds de roulement, immobilisation, capital de développement, étude de faisabilité d'un projet d'investissement, aide d'emploi Québec, crédit d'impôt à l'investissement, programme d'attraction et de rétention des investissements en recherche, mesures favorisant le R&D. Le Québec est la province qui offre les meilleures mesures fiscales en recherche et développement en Amérique. Et avantages fiscaux pour chercheurs étrangers, parce qu'on n'est pas toujours en possession de la vérité, bien qu'on soit plus intelligent que les autres. Parfois, il faut amener des gens de l'extérieur, puis il faut les attirer avec des crédits d'impôt comme tels. Hier ou aujourd'hui, le parti a annoncé un 2 milliards additionnels sur 10 ans. 1 milliard par le gouvernement, 1 milliard pour le privé dans la recherche et le développement. C'est ce que nous vous proposons, des incitatifs de tout genre, souples, flexibles et qui sont à votre dimension et à votre mesure parce qu'on ne veut pas vous dicter dans quoi chercher. C'est vous autres, les chercheurs, on veut juste vous attirer vers le meilleur. Merci. Merci. Monsieur Girard. Alors, au niveau du financement de la recherche, ça se fait en entreprise, mais ça se fait aussi d'abord et avant tout à l'université. Si on ne forme pas nos chercheurs, on n'aura pas de chercheurs au privé. Donc, ça passe par l'université définitivement. Et pour pouvoir arriver à faire des recherches au niveau universitaire, ça prend du financement. Le financement, il doit être public. Et actuellement, il y a un manque en termes de financement. Nous, ce qu'on propose à la Coalition, c'est de hausser le financement en termes de recherche, en termes évidemment de pédagogie au premier cycle, mais certainement au niveau de la recherche, pour faire en sorte que nos universités soient davantage compétitives au niveau du Canada, au niveau nord-américain. Également, on veut augmenter la capacité d'innovation technologique via de la collaboration avec les entreprises. L'Université de Sherbrooke est un exemple probant de cette situation-là, avec sa collaboration constante avec le milieu des affaires, avec les stages coopératifs. Donc, la recherche se fait en collaboration avec l'entreprise et ça permet de développer des technologies qui sont par la suite commercialisables, non seulement à Sherbrooke, non seulement au Québec, mais également dans le cadre de fondations de nouvelles entreprises qui vont pouvoir exporter leurs modèles à l'étranger. J'ai en tête la compagnie Racam à Bromptonville qui, avec l'aide de l'Université de Sherbrooke, avec l'aide du gouvernement du Québec, avec l'aide de Sherbrooke Innopol, a réussi à fonder un système de chauffage de l'eau à l'énergie solaire, qui ont implanté ça chez la laiterie Chagnon. Et ça sauve énormément d'émissions en gaz à effet de serre. Bromisquois. À Bromisquois? Ah, oui. Merci. Et quelque chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que François Legault, alors qu'il était ministre de l'Éducation, a accru fortement le soutien financier à l'université. Ça s'est traduit par des conditions de développement sans précédent, notamment à l'Université de Sherbrooke.
Merci, M. Girard. M. Cardin. Oui, merci. C'est un bon commercial. On sait très bien qu'il y a eu des coupures au niveau des subventions par le gouvernement Harper. Et Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke en avait payé le prix aussi avec le groupe Cartel. Vous vous en souviendrez au niveau des sciences du climat et des conséquences. Je pense qu'au niveau de la recherche appliquée et la recherche fondamentale, il faut y avoir évidemment un équilibre. Dans la recherche fondamentale, c'est à toute fin pratique, je le crois, j'en suis persuadé, un devoir social et un devoir envers la science elle-même. Donc, il faut aider nos chercheurs, qui souvent sont au niveau de la maîtrise et du doctorat, afin d'appliquer ces recherches et ces résultats au secteur manufacturier, des fabrications de pointe qui donnent de la valeur ajoutée, effectivement, et de la profitabilité accrue. Mais c'est quoi les besoins de façon générale au niveau de la recherche? Il y a deux éléments fondamentaux. Il y a bien sûr les fonds de recherche. Ça, c'est évident. Les chercheurs en ont besoin. Et aussi les bourses. Les bourses à la recherche. On me dit qu'au niveau du montant, c'est raisonnable. Mais c'est au niveau du nombre qu'il y a un manquement important. Nous avons en moyenne pour 10-12 bourses qui sont données. Ça vient d'à peu près une sélection de 35 projets, d'excellents projets sur, en moyenne, une quarantaine. Donc, si on a seulement 10 à 12 bourses sur une possibilité d'excellents projets au nombre de 35, bien, c'est en nombre de bourses qu'il faut aussi investir au niveau de la recherche. Donc, c'est aussi un élément qu'on se propose de faire au niveau du Parti québécois. Merci, M. Cardin. M. Bibeau. Bien sûr. Alors, la stratégie québécoise en recherche et innovation a comme objectif principal de favoriser la commercialisation de produits en vue de créer davantage de richesses. Pour Québec solidaire, la science ne doit sûrement pas être exclusivement mise au service d'activités commerciales. La science, c'est aussi la recherche fondamentale, on l'a nommé déjà. Et cette recherche-là, elle est clé, c'est une clé. On ne peut pas décider du jour au lendemain de prendre un projet puis de dire, tiens, voici, on va le mettre, on va le commercialiser. Au contraire, il faut d'abord commencer par imaginer, ensuite faire des essais, ensuite brasser des choses ensemble pour voir ce que ça donne comme résultat, faire nos recherches là-dessus, faire nos rapports, comparer nos recherches avec d'autres chercheurs, faire évoluer le processus pour ensuite arriver à un projet pilote, quelque chose qu'on va pouvoir matérialiser et ultimement arriver à une mise en marché. C'est ce que propose d'encourager Québec solidaire. Un meilleur financement public et un mécanisme de sélection de recherche qui serait impartial va, comme on le disait, limiter la recherche idéologique. On l'a vu dans le cadre des sables bitumineux, on le voit aussi dans le cadre du Plan Nord. On va également favoriser l'indépendance des chercheurs en lien avec le financement que ces chercheurs-là vont recevoir. Permettre la recherche sociale en environnement, en santé, dans les services sociaux. Évacuer la notion de l'échéancier privé. Nous savons tous qu'une entreprise privée qui va payer un chercheur pour faire une recherche s'attend à des résultats rapides. 3 ans, c'est une éternité. Alors que pour que le produit soit réellement formidable, peut-être que ça en prend 5, 6, 7, 8, 9 peut-être. Également, stimuler le partage des connaissances et l'avancement des travaux. On en parlait, l'échange entre les chercheurs. On sait que le privé a tendance à vouloir cloisonner les recherches et nous, on pense plutôt qu'on devrait l'ouvrir. Et on termine avec Mme Baudin. Oui, bien, tout d'abord, on parlait de coupe budgétaire fédérale. Je suis complètement indignée de voir que c'est le gouvernement fédéral qui a décidé comment il allait gérer nos 50 milliards de dollars qu'on leur a envoyés et qui ont décidé de couper dans la science en faisant des économies de bout de chandelle qui viennent avoir des impacts négatifs considérables sur toute la population scientifique. Et je souligne que nous ne retrouverions pas devant cette situation si nous avions le contrôle nous-mêmes de nos propres impôts. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie québécoise en recherche et innovation, elle se divisait en 4 parties. Ça disait qu'on devait avoir une recherche plus compétitive et reconnue à l'international.
Mais je souligne qu'à l'international, ce n'est pas le Québec qui négocie, c'est le Canada qui négocie au nom du Québec. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que la propriété intellectuelle est de juridiction fédérale et est un enjeu majeur au sein de différents traités internationaux, comme le traité Canada-Europe qui est négocié actuellement. Donc, ça va avoir des impacts considérables sur la population québécoise, mais le Québec n'a pas son mot à dire dans toutes ces négociations-là. Ensuite, pour être plus compétitif à l'international, il va falloir que le Québec mise sur ses forces. Les énergies vertes, reconnaître le bois comme un matériau noble qui peut être utilisé aussi pour des nanotechnologies, qui peut être utilisé aussi dans les énergies vertes. Ensuite, créer Pharma-Québec, ça permettrait d'avoir plus de recherche par rapport au domaine pharmaceutique. Créer la Banque du Québec permettrait d'avoir un seul pôle d'information pour tous les entrepreneurs qui veulent démarrer des entreprises. Et on le sait, l'entrepreneuriat et la science, ça va de pair. On veut aussi avoir une réforme de la fiscalité pour encourager les investissements des entreprises dans la recherche et le développement et instaurer Internet haute vitesse à travers tout le territoire québécois. Donc, merci, Mme Beaudin. Alors, M. Paradis, si vous voulez prendre une minute supplémentaire. Une minute supplémentaire, simplement pour vous parler d'un cas de comté. Ils ont fermé, le fédéral, la ferme de recherche à Frelichburg en matière agricole. Elle était spécialisée dans les pommes. Frelichburg, suivant la revue L'Actualité, c'est un des plus beaux petits villages au Québec. Il se faisait de la recherche agricole importante, mais c'était situé devant la maison de feu Adélard Godbout, l'ancien premier ministre du Québec, qui est le père d'Hydro-Québec, celui qui a donné le droit de vote. Enfin, on ne veut pas faire de politique avec ça, mais il faut la reprendre en main. Il faut que le milieu s'en accapare, comme ils ont fait à d'autres endroits où les fermes expérimentales ont été fermées, puis il faut y ajouter une vocation. Quand le milieu se prend en main, avec le gouvernement du Québec, on y ajoute la vocation des vignes. Chez nous, il y a beaucoup de vignes, puis il ne se fait aucune recherche, aucun développement comme tel dans le domaine des vignes. Fait qu'on pense profiter de l'occasion, de l'électrochoc que le fédéral nous a envoyé sans aucune justification, puis de profiter de l'occasion pour faire une petite prise de judo pour faire de la recherche plus avancée. Merci. Merci, M. Paradis. M. Girard? Tout à l'heure, on parlait de recherche fondamentale et la différence avec la recherche plus technique. Évidemment que la recherche fondamentale, c'est quelque chose de très, très, très important. Je pense à la réputation de l'Université de Sherbrooke ici, dont la faculté de sciences est reconnue mondialement, particulièrement au niveau du département de physique. Ces recherches-là vont mériter autant de financement de nature publique que des développements de nature technique. Et elles sont à la base, ces recherches-là, des innovations techniques qu'on va être à même de pouvoir développer par la suite. Donc, c'est extrêmement important de garder conscience que le financement ne s'en va pas juste au niveau technique, ça ne va pas juste au service du privé. L'idée, c'est d'affranchir l'université de cette influence-là, mais de garder en tête que la recherche, c'est quelque chose qui se fait pour développer la société de façon générale. Ça inclut le volet économique, mais ça inclut définitivement l'aspect de la recherche fondamentale. Merci, M. Girard. M. Cardin? Saviez-vous que, je le sais que vous savez, mais je vais le répéter, que Google est un projet de doctorat. Donc, plus qu'il y a de bourses pour inciter justement les chercheurs à trouver, après avoir cherché, à trouver, donc il y a des potentiels énormes. Donc, c'est pour cette raison qu'au Parti québécois, ce que nous voulons faire au niveau des investissements en recherche, c'est d'augmenter et se mettre au moins dans les 5 premiers rangs de l'OCDE concernant la recherche, donc un 3 du PIB au Québec investi dans la recherche. Donc, un exemple comme Google peut se répéter aussi à l'Université de Sherbrooke si nous avons suffisamment de projets de qualité comme on les a, 35 sur 40. Donc, plus que de bourses aux étudiants, plus que des projets qui se réalisent, et encore là, la roue tourne, et puis c'est l'université qui en profite et la population aussi. Merci, M. Cardin. M. Bibeau. Alors, puisque nous partageons ces éléments dans nos plateformes électorales respectives, je souhaite simplement souligner que Québec solidaire a 2 secteurs privilégiés
Le premier, évidemment, ce sera Pharma-Québec. Nous sommes toujours heureux quand on voit que cette idée-là commence à faire son petit bonhomme de chemin après l'avoir lancé. On est content de ça. Et Pharma-Québec, c'est d'abord un pôle de recherche et de développement du médicament pour ensuite devenir un pôle également d'achat et d'acquisition. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, vous avez peut-être vu que Québec solidaire a déposé en début de campagne un plan vert. C'est un plan vert qui est audacieux et qui met véritablement le Québec au pas du 21e siècle. Donc, on développe les technologies vertes, le biocarburant, les biomasses, etc. On veut vraiment s'en aller dans ce sens-là. Or, évidemment, si on veut y parvenir, il faudra mieux financer notre recherche universitaire. Merci, M. Bibeau. Alors, Mme Baudin, vous avez la dernière minute. Oui, donc j'aimerais revenir à la stratégie SQRI. Option nationale propose aussi, comme il est écrit dans la stratégie, d'avoir un projet rassembleur pour les Québécois, un projet scientifique rassembleur. Et ce projet-là, c'est celui-là d'un monorail électrique suspendu pour rassembler les différentes villes du Québec. D'ailleurs, je plug qu'il y a une conférence qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous donnerai plus d'informations peut-être. Et aussi, par rapport au financement, j'aimerais insister qu'il faut absolument que le gouvernement continue de financer les recherches qui apparaissent comme étant moins rentables aux yeux des compagnies privées. La science pour la science, la recherche fondamentale, ce sera toujours nécessaire et il ne faut absolument pas que le gouvernement laisse tomber ces domaines-là. Aussi, tout ce qui est les recherches qui sont plutôt en amont qu'en aval, tout ce qui est plutôt prévention que guérison, sont souvent négligés par les compagnies privées et c'est le devoir du gouvernement d'investir dans ces recherches-là. Merci, Mme Baudin. Alors, maintenant, pour la troisième question, qui a été un peu traitée dans les deux premières, c'est la formation de la relève. Alors, le nombre d'étudiants inscrits dans les programmes associés aux sciences accuse une baisse considérable, particulièrement au premier cycle universitaire. Selon vous, à quoi est attribuable cette baisse d'inscription? Quelles sont les pistes de solutions pour stimuler l'intérêt des prochaines générations envers une carrière dans le domaine scientifique? Alors, on va commencer avec M. Girard. Pour le gouvernement, un éventuel gouvernement de la Coalition Avenir Québec, l'inscription dans les domaines de sciences, ça passe par l'éducation, ça passe par la stimulation de nos jeunes vis-à-vis de l'éducation de façon générale. Donc, on parle de lutte au décrochage, on parle de stimulation de l'intérêt pour nos jeunes envers non seulement le fait scientifique, mais l'éducation en général. On fait le pari que si les jeunes sont motivés à aller à l'école, la science est un domaine qui est passionnant. J'ai moi-même étudié en sciences de la nature au Cégep de Saint-Félicien. Je dois vous dire que c'est quelque chose de très, très passionnant que la science. Et je suis certain qu'on est capable d'intéresser nos jeunes. Tout à l'heure, Mme Baudin nous parlait des jeunes débrouillards. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre de l'avant, par exemple, comme activité parascolaire dans le cadre de notre heure supplémentaire par jour. Dès l'école secondaire. Donc, on parle d'activités parascolaires, d'activités motivantes pour nos jeunes pour qu'ils puissent découvrir des choses qu'ils ne connaîtraient pas autrement. Dans le cadre d'un cours de sciences, tout est organisé. Mais dans le cadre d'une activité parascolaire, c'est aux jeunes de décider qu'est-ce qu'il va étudier. Et c'est là que la magie de la science prend forme. Un peu comme moi, quand j'étais en sciences de la nature au Cégep de Saint-Félicien, on décidait avec nos professeurs de quel genre de recherche on allait faire, quel genre d'études on allait faire pour commencer à s'initier aux méthodes scientifiques. C'était quelque chose de très intéressant et de très motivant. Donc, je suis persuadé que les jeunes vont y voir là quelque chose de fabuleux. On a plusieurs mesures en éducation pour stimuler la jeunesse, stimuler la curiosité de nos jeunes, faire en sorte qu'ils vont se raccrocher non seulement à la science, mais également à l'éducation en général. Merci, M. Girard. M. Cardin. Oui, merci, M. Goulet. Disons que le premier problème, c'est, il faut être quand même réaliste de voir la situation en face. Le premier problème relève de la démocratie. Donc, moins d'étudiants en jeune âge au niveau du primaire et aussi moins d'étudiants à l'université. Et c'est aussi un domaine perçu comme étant plus difficile que les autres. Et il faut justement enrayer cette perception. Il y a aussi le décrochage scolaire qui atteint plus les garçons au niveau de primaire et secondaire. Et on sait que le résultat aujourd'hui, c'est que présentement, 70% des étudiants universitaires sont des filles et qu'elles sont majoritaires dans toutes les facultés, à l'exception
faculté qui touche les sciences. Nous avons un défi supplémentaire à relever pour créer un engouement pour les sciences. Et si on parle du primaire, bien effectivement, les enseignants sont peu formés concernant les sciences et les choix de cours au secondaire conditionnent trop tôt le cheminement scientifique des jeunes, soit à partir du secondaire 3. Donc, évidemment, le PQ propose de valoriser la culture scientifique dès le primaire. Cette mesure fait partie intégrante de notre mise à jour de la politique scientifique québécoise. Je me souviens, moi, au primaire, à l'époque, il y avait un professeur qui faisait des tests, des expériences, et puis c'était amusant. Il y en a que je connais, que je revois aujourd'hui, qui ont accroché plus que moi, même si j'ai trouvé ça bien intéressant, et qui sont en sciences. Donc, c'est le moment de les stimuler, de créer une passion au niveau des sciences et de faire en sorte qu'ils puissent continuer et aussi réussir dans un domaine Merci, tout à M. fait Cardin. particulier. M. Bibeau. Bien sûr, alors, bon, il y a des causes, il y en a plusieurs dans de ces causes-là. Il y a des causes structurelles, il y a aussi des causes individuelles, évidemment. Et c'est une préoccupation qui n'est pas qu'à l'Université de Sherbrooke et qui n'est pas non plus concentrée au Québec. Au contraire, partout à travers le monde, on se questionne sur l'engouement chez nos plus jeunes pour les sciences notamment. En ce qui concerne des causes structurelles, on peut faire valoir que les programmes fondamentaux ont été en quelque sorte, depuis quelques années, fondus à travers différentes facultés, différents programmes. Par exemple, l'informatique bon, je l'ai ici, ou l'informatique ou les mathématiques, peuvent faire partie du programme maintenant d'administration. Alors, les gens vont aller où? Ben, ils vont aller en administration. Et cette structure-là fait notamment, c'est un exemple évidemment que je donne là, mais cette structure-là a été notamment causée par les contrats de performance. Rappelons-nous qu'à une certaine époque, un gouvernement a décidé que les universités devaient donc assurer un grand nombre de diplômés le plus possible et que c'est une des bases sur lesquelles le financement des universités est maintenant assuré. Or, la diplomation en administration et la publicité qu'on peut faire de ça, la compétition entre les universités pour ces grandes facultés-là, eh bien, elle est très active. On attire les gens ici, puis on leur donne toutes sortes de cours relatifs aux sciences en général, à travers donc ces grands programmes-là. C'est un problème, cette compétition interuniversitaire, et c'est un problème que ces contrats de performance qui forcent les universités à diplômer les gens le plus rapidement possible et en plus grand nombre possible, question d'avoir de l'argent. Personnellement, évidemment, on est dans une société qui valorise beaucoup l'approche relationnelle. Alors, il faut trouver un moyen de valoriser les sciences à travers ça. Et on doit aussi valoriser l'image d'un scientifique. Sortir de l'image populaire du scientifique fou. Et avoir une image d'un scientifique qui vit, c'est notre voisin, un scientifique. C'est ça, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, Je reviendrai M. pour Bibeau. ma minute ensuite. Vous aurez une minute encore. Madame Baudin. Oui. Tout d'abord, pour stimuler les inscriptions universitaires, que ce soit en sciences ou dans n'importe quel domaine, il y a une solution qui est à portée de main, qui est la gratuité scolaire, qui ne coûte que 400 millions de dollars par année. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde sur le budget d'un Québec-pays d'environ 110 milliards, c'est quand même une goutte d'eau dans un océan. Donc, c'est une façon qui va... Parce qu'on le sait, souvent, les études en sciences peuvent être longues, donc ça peut être une façon de faire. Ensuite... les expos sciences, le loisir scientifique en général, intéresser les jeunes en leur montrant du concret. On propose, entre autres, chez Option nationale, de stimuler les visites dans les musées, aller sur le terrain directement, rencontrer des gens, avoir des projets de mentorat. C'est des façons pour attirer les jeunes dans les programmes scientifiques. Et on a aussi la proposition de favoriser les programmes coop durant les DEC et les DEP. Ce qui favorise un peu le système apprenti, finalement. Puis ça permet aux gens de vraiment avoir une idée concrète de ce à quoi ça peut mener les carrières scientifiques. Aussi, vous le savez probablement, ça peut être un peu décourageant pour les gens de voir à quel point les scientifiques sont toujours en train de courir après du financement, puis ne peuvent pas se concentrer sur leur recherche. Donc, si on finance adéquatement les sciences, ça va aussi intéresser plus les gens parce qu'ils vont vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui les intéresse. On peut finalement se questionner par rapport aux conditions d'emploi des scientifiques.
Est-ce que c'est possible qu'on pourrait améliorer les conditions d'emploi puis essayer d'avoir des emplois en sciences qui sont plus intéressants pour les gens? Parce qu'actuellement, les gens vont souvent aller en administration ou dans d'autres domaines parce que les sciences, ça paraît difficile, ça paraît ardu et ça ne mène pas toujours à des emplois très prestigieux. Donc, il va falloir qu'on améliore en général les conditions d'emploi et je reviendrai ensuite pour parler de la situation des femmes. Merci. Monsieur Paradis. Moi, je vais rallier à peu près tout le monde en disant le premier élément, c'est de créer l'intérêt, motiver la passion comme telle des jeunes pour la recherche scientifique. Vous avez évoqué des possibilités de visite de musée, mais des possibilités également de visite d'usines. Là où ça se crée, là où les jeux électroniques se bâtissent, se fabriquent, se modifient, s'améliorent chaque jour. Merci. Deuxième élément, une fois que tu as la passion, il faut que tu aies les moyens d'y aller. Moi, tantôt, j'ai salué des étudiants. Là, il y avait un peu de bac, pas mal de maîtrise, puis beaucoup de doctorat. Ça finit par être long. Et à un moment donné, quand ça finit par être long, tu accumules ta dette, puis à un moment donné, tu te dis, je vais-tu m'en sortir de ce financement-là? Ça fait que ça aussi, là, les prêts et bourses puis les frais de scolarité, c'est pas quelque chose qui ne fait pas partie du problème comme tel, mais ça s'applique de façon générale, mais encore un petit peu plus chez les études qu'on doit pousser au niveau de la maîtrise ou du doctorat pour réussir. Dernier élément, ça prend également des gens à qui on s'identifie. Moi, je partage un peu, là, c'est rare, ça, Québec solidaire, mais en tout cas... c'est pas le professeur Tournesol aujourd'hui qui nous attire comme tel, c'est des Steve Jobs. C'est quand tu vois des modèles comme ceux-là qui passent à travers, qui relèvent le défi de l'excellence, mais ça motive des gens à dire, si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Puis c'est là où ta passion puis ton rêve deviennent réalité, puis que tu commences à rembourser tes prêts et bourses. Merci. Merci, M. Paradis. Alors maintenant, je vous redonne chacun 1 minute de plus. M. Girard. Alors, on a abordé l'accessibilité aux études, on a abordé les prêts et bourses. Au niveau de cette question-là, la position de la coalition, c'est de bonifier le régime de prêts et bourses, évidemment, mais de surtout favoriser un remboursement proportionnel aux revenus avec effacement de la dette au bout de 10 ans. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que peu importe quel que soit votre revenu, en sortant de l'université, vous allez avoir suffisamment d'argent pour le rembourser parce que ça va se faire à hauteur de 5 5 tout le monde est capable de mettre ça de côté pour vous dire « je rembourse mes études avec ça ». Au bout de 10 ans, vous n'avez pas fini de payer, la dette est effacée. Donc, ça, c'est la mesure de la coalition et c'est quelque chose qui favorise l'accès à la science, l'accès aux études en sciences et je pense que c'est quelque chose de franchement progressiste. Merci, M. Girard. M. Cardin. Bien, je voudrais revenir au niveau de la stimulation et de créer la passion. Puis je crois toujours, et le Parti québécois aussi y croit, c'est que de valoriser la culture au niveau scientifique dès le primaire. Mais tantôt, en début, j'avais dit que les enseignants au primaire ne sont pas nécessairement équipés pour le faire, cette stimulation-là. Donc aussi, il y a de la formation à faire au niveau des enseignants concernant, évidemment, la stimulation aux sciences et le goût et la passion créés pour les sciences. Donc, je crois fermement que c'est possible d'aller jusqu'au bout et on est à peu près tous unanimes, sauf deux ici, à l'effet de geler les frais de scolarité. Donc, au niveau financier, je ne vois pas de problème. Et vous m'avez fait un signe, vous? Ça va bien. OK. Est-ce que vous le souhaitez? Non, mais je m'aperçois globalement quand même, on est pas mal sur la même longueur d'onde concernant l'importance de la science. Merci, Et, M. Cardin. Merci. Alors, oui, oui. Brièvement, dans la suite de ce que je racontais, la science, c'est dans notre quotidien, c'est à tous les jours. C'est notre iPad, c'est notre voisin aussi dans l'autobus, c'est donc notre voisin à la maison, c'est notre voisin de palier, c'est ça la science, c'est partout, c'est comme ça. Alors il faut ramener la science sur le plancher des vaches, se rendre compte à quel point ça nous appartient et que ça fait partie de notre quotidien. Ça, c'est d'une part, lier la science à l'actualité, la relier aux enjeux du 21e siècle et favoriser justement le fait que quand on entend une nouvelle X, Y ou peut-être Z dans les médias, eh bien, qu'on puisse favoriser le fait qu'un journaliste scientifique puisse commenter l'importance de la science au sujet de cette nouvelle-là. Il faut poursuivre nos efforts pour donner une plus grande place aux femmes
dans les domaines scientifiques, bien sûr. Et en terminant, Québec solidaire propose que ce soit via nos impôts et via notre responsabilité collective que nous assumions les frais de scolarité des étudiants, ce qui ne gênera pas les gens qui voudront se rendre jusqu'au doctorat. Merci, M. Bibeau. Mme Baudin? Oui, donc pour un peu continuer sur la même lancée, je suis d'accord avec M. Bibeau. Il faut que les gens, que ce soit les journalistes, les professeurs ou les parents, fassent réaliser aux autres personnes autour d'eux à quel point la science est omniprésente dans nos vies et à quel point, tu sais, tout à l'heure, je parlais d'épilation. On n'aurait pas nécessairement réfléchi à la possibilité de faire un expo science là-dessus instinctivement. Donc, si on veut intéresser, par exemple, les femmes à la science, bien, commençons par aller voir qu'est-ce qui intéresse les femmes et ensuite proposons-leur d'observer un peu ces intérêts-là avec des lunettes de scientifiques. Donc, il faut, en intéressant les femmes à la science, on va nécessairement augmenter le nombre total d'inscriptions dans les universités, dans les domaines scientifiques. Et évidemment, comme on disait, je répète l'importance de rendre l'université accessible dans tous les domaines. Ça va bénéficier aussi au domaine scientifique. Merci, Mme Baudin. M. Paradis. 2 éléments en terminant. Un a été abordé, je pense qu'ils ont peut-être été touchés tous les deux, l'enseignement. Un professeur intéressant. Ça réussit à capter l'esprit le plus volage. Un professeur qui sait transmettre sa passion puis ses connaissances, ça peut faire la différence entre rester accroché ou décrocher comme tel. Deuxième élément, la médiatisation. Si ce n'est pas dans les médias, tu n'en entends pas parler, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'habite pas. Il faut davantage d'émissions publiques, quand même nos radios publiques, nos TV publiques, nos médias publics qui touchent aux objets scientifiques pour qu'on apprenne à les aimer. Merci. Merci, M. Paradis. Alors, nous allons passer maintenant à la 4e et dernière question, le développement d'une économie du savoir. L'Estrie est une région qui a toujours su se démarquer par sa formation universitaire de haut calibre, notamment dans le domaine des sciences et du génie. Que suggérez-vous pour augmenter la rétention de nos diplômés en sciences et en génie? Alors, maintenant, je vais donner la parole à M. Cardin pour 2 minutes. Pour retenir les diplômés, je crois que c'est nécessaire d'avoir des emplois, qu'ils soient institutionnels ou privés. Présentement, à Sherbrooke, il y a peu d'emplois en lien avec les formations des étudiants, sauf Bombardier, les hôpitaux et les firmes d'ingénieurs. Nous avons un déficit important. C'est pourquoi je parle depuis des années, tant au Bloc que depuis le début de la présente campagne, je parle de la nécessité d'arrimer la recherche faite à l'université afin de créer des entreprises innovantes en Estrie. Avec Sherbrooke Innopol et l'université, nous avons l'essentiel. Ce qui manque, c'est l'infrastructure et le capital de risque. Il faut aussi le mentorat. D'ailleurs, l'université a mis sur pied ACET, c'est-à-dire accélérateur de création d'entreprises technologiques. C'est un modèle très intéressant et qu'il faut mousser de plus en plus. Donc, le Parti québécois propose de maximiser les retombées économiques et sociales de la recherche et de l'innovation, notamment par l'obtention de brevets et par la commercialisation, d'intensifier l'arrimage entre les entreprises innovantes et les milieux de la recherche académique dans toutes les régions du Québec, de rétablir le ministère de la Recherche et de la Technologie qui soutiendra et augmentera le financement de la recherche dans toutes les régions du Québec, d'assurer et soutenir le développement de la recherche dans des domaines ciblés d'excellence afin d'optimiser la valorisation de la recherche et ses retombées afin de faire rayonner le Québec au plan national et international. Vous savez, vous avez des recherches, vous avez des brevets, vous avez l'innovation. Oui, vous pouvez avoir des royautés, mais ce qui est encore mieux, c'est de créer des emplois manufacturiers de fabrication de pointe. Merci. Merci, M. Cardin. M. Bibeau. Alors, bien sûr, ça a été déjà nommé, mais l'Université de Sherbrooke, vous voyez que je n'ai pas besoin de micro, hein? Alors, l'Université de Sherbrooke jouit d'une excellente réputation quant à sa recherche scientifique. C'est connu, c'est reconnu. Important maintenant est le soutien du développement de cette université publique de haut calibre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Québec solidaire à Sherbrooke a déposé une plateforme locale
qui, justement, parle de ces enjeux pour la circonscription de Sherbrooke. Donc, on parle du développement de technologies vertes, tant dans le développement d'un transport en commun électrique que vers le développement de structures ou enfin de nous aider à faire en sorte qu'on puisse continuer de développer le solaire thermique, qu'on puisse aussi développer les biomasses, les biotechnologies. Nous serons chez Enerchem cet après-midi. Donc, c'est tout à fait dans notre plateforme locale. Donc, si on veut garder les gens à Sherbrooke, il faut que ces gens-là puissent travailler. C'est évident. On parle donc aussi à Sherbrooke, nous avons un pôle de recherche sur le médicament et via Pharma-Québec, évidemment, Québec solidaire propose qu'on mette des énergies dans ce sens-là. Si on veut garder les gens à Sherbrooke, il y a donc l'aspect de l'emploi. D'autre part, il y a aussi le développement global de la ville de Sherbrooke. Est-ce que moi, comme scientifique, je peux aussi être entrepreneur et avoir ma petite et moyenne entreprise? Pour ça, il faut développer un marché local. Il faut encourager le commerce de proximité. Il y a également énormément de recherches qui se fait dans le domaine de la gériatrie, de la médecine, des soins à domicile, des enjeux qui sont importants pour la circonscription, pour la ville de Sherbrooke. Or, des emplois là-dedans, il faut en créer, il va en avoir. C'est pourquoi nous avons déposé une plateforme locale. Je termine en disant, je suis quelqu'un de Sherbrooke, j'ai vécu la plupart de mes années de vie à Sherbrooke, et j'adore cette ville et je pense qu'on doit mettre en relief le potentiel qu'offre l'environnement ici. D'abord, on est à 5 minutes de la campagne, nous avons des plans d'eau à proximité, nous avons de la verdure, il fait bon vivre, nous allons développer une vie culturelle de qualité et les gens vont rester. Merci, M. Bibeau. Mme Baudin. Oui, ben, je partage tout à fait l'amour de M. Bibeau envers la ville de Sherbrooke. Mais toutefois, je me désole vraiment de voir à quel point, malgré le fait qu'on produise tant de diplômés, le Sherbrooke se retrouve toujours en queue de peloton quand c'est des questions de revenus et de salaire aussi. Donc, il faut absolument qu'on change la donne par rapport à ça. Il faut qu'on crée des emplois intéressants. Mais pour faire ça, il va falloir qu'on fasse un peu de marketing, qu'on vende la ville de Sherbrooke, qu'on attire les entreprises ici. Donc, peut-être une stratégie de marketing qu'on va faire conjointement avec la ville de Sherbrooke, mais aussi, il faut que les entreprises aient les infrastructures nécessaires. C'est intéressant de voir que, dans le fond, la meilleure façon d'attirer les entreprises ici, finalement, c'est de connecter la ville de Sherbrooke avec le reste du Québec, avec, par exemple, des transports électriques comme le monorail, ou bien le projet d'aéroport de Sherbrooke doit être développé si on veut pouvoir attirer des entreprises dans la région. Aussi, il va falloir qu'on favorise la création de nouvelles entreprises, qu'on ait un esprit entrepreneurial développé. Et pour favoriser ça, il faut avoir des mesures fiscales intéressantes, revoir la fiscalité, mais il ne faut pas encourager non plus n'importe quelles entreprises. Il faut encourager aussi les entreprises qui vont avoir des façons de faire intéressantes du point de vue environnemental et du point de vue social. Comme je disais tout à l'heure, la création de la Banque du Québec, de rassembler à un même endroit tous les organismes actuels qui favorisent l'entrepreneurship. Et comme je disais, finalement, favoriser une certaine synergie entre l'université et les différentes entreprises privées sans toutefois, disons, commercialiser nos cerveaux. Merci, Mme Baudin. M. Paradis. Oui, Sherbrooke, c'est beau, mais c'est plus grand qu'on l'a dit jusqu'à ce moment-ci. Moi, je suis voisin de Sherbrooke, puis j'aurais pas pu transformer l'économie de Brome-Missisquoi au cours du dernier quart de siècle sans l'apport de l'Université de Sherbrooke. Il y a un quart de siècle, Brome-Missisquoi, c'était une place de textile, d'une industrie traditionnelle, puis les emplois, ils sont disparus avec le temps. Puis on les a transformés en emplois rémunérateurs, puis en emplois payants grâce à l'intervention de l'Université de Sherbrooke. Ils ne se sont pas arrêtés à Bromont, ils ont continué jusqu'à Longueuil, je pense, maintenant. C'est une université qui rayonne à travers le Québec, qui est un centre d'excellence, qui a des façons de procéder qui n'est pas propre à toutes les universités. Vous êtes reconnu pour votre maillage avec le secteur privé, qui est assez exceptionnel. Moi, chez nous, là, ce que vous avez fait pour les semi-conducteurs, vous avez protégé 3000 emplois payants et rémunérateurs. Ce que vous avez fait pour les gens de chez nous, vous avez créé 250 emplois de chercheurs en microtechnologie.
La microtechnologie, au moment où on se parle, ça représente 10 de la richesse mondiale. Vous nous avez gâtés. Puis ce que je vous dis, c'est, oui, venez étudier. D'ailleurs, les étudiants de chez nous, ils viennent étudier à l'Université de Sherbrooke en majorité, mais venez vivre chez nous un petit peu après, dans le centre de recherche, devenez des chercheurs, on va bien vous rémunérer, puis vous allez bénéficier également des plans d'eau, des montagnes, du ski, de l'équitation, du vélo. C'est la qualité de vie qu'on vous offre dans le plus beau petit coin de paradis. Paradis. Oh, le petit coin. Merci, M. Paradis. Alors, M. Girard. Oui, nous, à la Coalition, on croit que pour rétentionner les diplômés dans la région, quelque chose qui est important à faire, c'est d'appuyer qu'est-ce qui se fait déjà présentement, mais de le stimuler davantage. Actuellement, il y a déjà des collaborations qui se font entre Défi Innovation Sherbrooke, Sherbrooke Innopol, l'Université de Sherbrooke, ainsi que le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, ainsi que la ville de Sherbrooke, pour faire en sorte qu'on puisse créer un environnement ici à Sherbrooke qui est stimulant, qui est une ville intéressante. Je reconnais beaucoup des éléments que M. Bibeau a énoncés dans Sherbrooke, c'est-à-dire une ville où il fait bon vivre, où c'est agréable, où on a une merveilleuse promenade autour du lac des Nations, où le système de transport est quand même adéquat. C'est une ville où il fait bon vivre. Il y a beaucoup de services intéressants qui sont mis de l'avant, non seulement par la ville de Sherbrooke, avec les murales au centre-ville, la revitalisation du centre-ville, le petit tour qu'on peut faire grâce à l'organisme Mûrir, mais aussi avec l'Université de Sherbrooke, notamment par la présence du centre culturel juste ici derrière nous. Donc, c'est important d'investir là-dedans, c'est important de soutenir ça, mais ça passe aussi par l'investissement via un comptoir, un guichet unique, via Investissement Québec, pour faire en sorte que nos gens de génie, nos gens de sciences appliquées, choisissent de se faire un projet puis de démarrer une entreprise ici. Je nommais tout à l'heure la compagnie Racam. C'est un exemple de ça. Il y a 12 autres exemples présentement à l'université qui suivent une formation en collaboration avec l'Université de Sherbrooke pour mettre en place des projets de génie appliqué, des projets d'entreprises qui vont vouloir démarrer ici à Sherbrooke. Donc, pour eux, évidemment, pour leur expérience, mais pour les Sherbrookois aussi, ça va stimuler l'économie de la région, ça va stimuler ça va être des exemples de succès de la recherche dans la région. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental et il faut l'appuyer. Merci, M. Girard. Alors, c'est votre dernière minute chacun. Alors, je commence avec M. Cardin. Bon, puisque c'est la dernière minute, je voudrais quand même souligner fortement les éléments sur lesquels on s'entend de façon unanime, celle de déloger M. Charest. Et, puis, et aussi l'importance de la science dans nos vies. Donc, compte tenu de tous ces éléments-là, et surtout sur le dernier sujet, la rétention, bien, ça fait une pierre deux coups. Si on déloge Jean Charest, probablement le taux de rétention va augmenter à Sherbrooke. Merci. Merci, M. Cardin. M. Bibeau. Alors, il importe de sortir des sentiers battus. Si nous voulons que Sherbrooke se développe, si nous voulons avoir de nouveaux emplois qui n'existent pas, que nous allons créer, alors il faudra faire appel évidemment à cette recherche scientifique qui nous permettra d'avoir un transport en commun électrique, qui nous permettra de développer les biotechnologies à Sherbrooke, qui nous permettra aussi de prendre soin de notre environnement, notamment la qualité de l'eau. C'est ce que ça prend. Pour qu'on reste à Sherbrooke aussi, il faut une vie culturelle forte. Et il faut entretenir nos gens, leur faire sentir qu'ils sont importants dans cette municipalité. Qu'importe qui est l'élu, l'important, ce sont les citoyens. Et à cet égard-là, je pense que si nous sommes en mesure de mettre les deux pieds dans le 21e siècle, nous serons capables, à Sherbrooke comme ailleurs, de faire en sorte que les gens vont avoir l'envie de demeurer ici. Merci, M. Bibeau. Mme Baudin. Oui, donc on a beau réfléchir à toutes les manières inimaginables d'avoir une vraie stratégie par rapport à l'avenir de la science au Québec, la seule façon de faire, ce sera quand on aura tous nos moyens en main pour pouvoir réaliser nos ambitions. Actuellement, on essaye de courir un marathon avec un boulet attaché au pied ou bien de construire un robot avec une main attachée dans le dos. Donc, quand on aura tous nos moyens dans les mains, on pourra vraiment réaliser toutes nos ambitions par rapport aux sciences, à l'avenir des sciences au Québec. Ensuite, la science,
il va falloir qu'on réalise que ça se joue de plus en plus au niveau international. Et à l'international, nous n'existons pas. Nous valons autant que la Lombardie, le Québec. Nous ne sommes qu'une simple province d'un pays emprunté. Donc, si on veut vraiment avoir notre mot à dire et réfléchir par rapport au changement climatique, par rapport aux énergies vertes, si on veut être cité en modèle, il faut exister. Et pour exister, il faut qu'on se donne un pays. Merci, Mme Baudin. Monsieur Paradis. Oui. Posséder ou être représenté par un premier ministre, ça a des avantages puis des inconvénients. Mais vous avez la chance d'être représenté par un premier ministre qui a investi dans la recherche et le développement de façon exemplaire, qui a vu l'avenir. Moi, chez nous, là, il est venu, comme je vous ai dit, à la veille de l'élection, annoncer le plus important investissement au Canada. Et ça, moi, je ne veux pas m'en débarrasser. J'en veux d'autres investissements de cette ampleur-là en recherche et développement. Sherbrooke demeure, et je le répète, le chef-lieu du développement de la recherche universitaire. Vous le faites de façon prodigieuse. Maintenant, professeur, il vieillit, les députés vieillissent, ça vous appartient, cet avenir-là. Ça appartient aux jeunes de conserver la réputation de l'Université de Sherbrooke dans des domaines d'excellence. Puis moi, je vous ai serré la main, la plupart, là, je vous ai regardé. Puis si vous me demandez que si j'ai confiance à l'avenir, là, je sais que vous allez voter comme il faut. Merci. Merci, M. Paradis. M. Girard. Oui, alors, si je comprends bien, c'est moi qui ai le mot de la fin. Donc, je ne vous dirai pas pour qui voter. Vous êtes tous assez grands pour décider ça vous-même. Vous êtes des citoyens. Et pour ça, on vous fait confiance et on va se soumettre avec humilité à votre verdict. Ça, c'est définitif. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Moi, j'étudie en sciences politiques. Quand on fait une élection, on ne vote pas contre quelque chose, on vote pour quelque chose. Donc, je vous propose de regarder attentivement les projets de société qui sont étalés devant vous et de considérer avec soin en quoi vous vous reconnaissez le plus. Pourquoi allez-vous voter? Et c'est la question que je vous soumets aujourd'hui. C'est à vous de trouver la réponse. Merci beaucoup. Merci, M. Girard. Et ceci met fin donc au débat, un débat d'une grande qualité. Et je remercie d'abord les invités, je remercie l'assistance ainsi que les personnes sur le web. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous souhaiter bonne chance aux élections. J'espère que ce n'est pas une question de chance. Alors, merci et au revoir. Merci.